Est-ce trop demandé de faire sortir l'extraterrestre? Non, ce n'est pas trop demandé. Pendant longtemps, les rapports sur les extraterrestres ou les ovnis devenaient de plus en plus officiels. Si beaucoup de gens commencent à affirmer la même chose, c'est un signe qu'on devrait regarder d'un peu plus près. Tu as eu l'occasion de voir un extraterrestre. Merci pour cette aimable invitation. Dr Neil deGrasse Tyson, auteur de Take Me to Your Leader, vient dévoiler plus d'informations sur les récentes révélations du gouvernement sur les ovnis et les rencontres extraterrestres. Tout a commencé pour moi en 2023. Nous avions des initiés, d'anciens membres des agences de renseignement militaire, qui affirmaient sous serment que, dans la remise du fond du jardin, il y avait des extraterrestres vivants, des soucoupes écrasées et une technologie issue de l'ingénierie inverse. J'ai pensé que je devais entrer dans l'arène et partager une base scientifique avec les personnes qui évaluent et analysent les preuves. Pourquoi autant de chercheurs dans ce domaine sont-ils morts ou portés disparus? En tant qu'astrophysicien, je peux vous dire... Bonjour, je suis la Maïm Bialik. Et je suis Jonathan Cohen. Bienvenue dans notre décryptage. Aujourd'hui, une surprise spéciale vous attend. Si vous avez aimé notre dernier épisode avec le docteur Neil deGrasse Tyson, il est de retour pour encore plus. Il vient présenter son livre Take Me to Your Leader, Perspectives on Your First Alien Encounter, mais la conversation part ensuite dans toutes les directions. Neil va aborder avec nous la récente divulgation du gouvernement sur des preuves d'extraterrestres et de phénomènes anomaux non identifiés, ainsi que ce à quoi pourrait ressembler concrètement une rencontre extraterrestre. Et la possibilité que des entreprises privées possèdent des engins non identifiés et pourraient même avoir des spécimens biologiques ou non biologiques qui révèlent que les extraterrestres sont réellement ici. En fait, Neil a été invité à examiner une momie extraterrestre au Mexique et il partage cette histoire avec nous. Nous évoquons aussi le voyage de Neil en Antarctique, les lacs cachés et la vie possible qu'ils abritent, puis nous lui posons des questions sur le DMT. Est-il possible qu'il existe un code caché derrière la réalité que nous pensons vivre? Neil donne son avis là-dessus et sur bien d'autres sujets dans cet épisode. Bienvenue en personne dans The Breakdown, Dr Neil deGrasse Tyson. Break it down. Merci pour la nouvelle invitation. Tu avais dit que tu me réinviterais après que je t'ai dit que les extraterrestres faisaient partie de notre avenir. Et toi... Nous pensons avoir inspiré le livre. C'est le livre le plus rapidement écrit que nous ayons vu. Tu es revenu plus vite que personne à Bialik Breakdown. C'était un excellent moment avec toi. C'est un honneur de te parler ici. Nous avons parlé des extraterrestres et puis ce livre est sorti. Donc, J'ai déjà vu mieux. oui. Oh, désolé. Le chien a mangé nos devoirs. Le chien a mâchouillé le coin du livre. C'était délicieux. En fait, toute la couverture a été arrachée. Quoi? Regarde ce truc, mon Dieu! Oui, il s'est vraiment amusé avec ça, nous aussi. Donc je pense que le chien a trouvé quelque chose dans le livre qui voulait manger les preuves. Trop dangereux. C'est la meilleure façon de se débarrasser des preuves. Tu les manges. C'est un livre très dangereux. Take Me to Your Leader, Perspectives on Your First Alien Encounter. Alors, pour que les gens ne pensent pas soudainement que tu es devenu une adepte des extraterrestres, explique le cadre de ce livre. C'est une excellente question. Alors, adepte des extraterrestres, laisse-moi... Fais comme si je ne savais pas ce que ça veut dire. Et laisse-moi juste dire que, pendant très longtemps, les signalements d'extraterrestres, ou disons d'ovnis, commençons par là, étaient courants sur les routes de campagne. Les fermiers, le fond du champ, les fêtards, après la fermeture du bar à 2 heures du matin. Et donc, vous aviez des raisons suffisantes de soupçonner la personne qui faisait le signalement. Si vous cherchiez des raisons, vous en aviez. D'accord? Facile à expliquer. Simple à expliquer. Ces personnes ont un brin de folie. Leur imagination a pris le dessus sur eux, et au fil des décennies, les rapports devenaient de plus en plus officiels, en quelque sorte. Et on peut remonter à la publication du projet Livre bleu, un des premiers efforts de l'armée pour suivre les phénomènes inexpliqués. Et ils n'ont pas pu le relier à quoi que ce soit qui ne soit pas de cette Terre. Cela a déçu de nombreuses personnes persuadées que des phénomènes non terrestres se produisent sur notre planète.
Donc vraiment, ça a commencé pour moi en 2023, 2024, 2025. Nous avons eu ce défilé d'informateurs, de lanceurs d'alerte, d'anciens militaires, d'anciens membres des agences de renseignement qui déclaraient sous serment que dans la remise du fonds, il y a des morceaux de corps extraterrestres ou des extraterrestres vivants, Ou des aéronefs. des soucoupes extraterrestres écrasées et une technologie issue de la rétro-ingénierie. Et ce dont je me souviens le plus curieusement, c'est que, waouh, tout le Congrès était en paix avec lui-même pendant ses auditions. Il ne se disputait sur aucune question politique. Cela transcendait les clivages partisans. Alors je me suis dit, eh bien, donc le Congrès peut s'unir. Je trouvais que c'était une sorte de petit côté positif qui, je pense, n'a pas été largement reconnu. Mais je l'ai vraiment remarqué. Et d'ailleurs, Ronald Reagan, en 1987, s'adressant à l'ONU, a dit, je vais paraphraser parce que nous sommes encore en pleine guerre froide, je me demande si nous découvrions des extraterrestres hostiles, est-ce que cela nous unirait tous en tant qu'espèce pour les combattre? Donc il y a Ronald Reagan qui pensait déjà comme ça. Donc, voici un petit aperçu de ce qu'il voulait dire par là. Nous enquêtons tous ensemble là-dessus. J'ai donc accepté qu'on ne pouvait pas ignorer ces commentaires. Alors, j'ai pensé que ce que je devrais faire, c'est entrer dans l'arène et partager une base scientifique avec les personnes qui examinent, évaluent et analysent les preuves. Et ensuite dire aux gens que le cri de guerre, j'ai besoin d'un témoin, le cri de guerre des tribunaux, aucun scientifique n'a jamais dit ça, parce que le témoignage oculaire ne compte pas comme preuve au regard de la science, aussi important soit-il devant la justice. La preuve matérielle est une preuve, pas l'affirmation de quelqu'un que quelque chose s'est produit. Donc, si beaucoup de gens commencent à affirmer la même chose, cela indique que nous devrions regarder d'un peu plus près pour obtenir la preuve que le scientifique recherche. Et en fait, un ami et collègue à moi était à la tête d'un comité créé au cours de ces années-là, ces 3 années, 23, 24, 25, pour... Il est astrophysicien. Il a dit, examinons tous ces rapports et voyons comment nous pouvons améliorer la collecte des données. Au lieu d'avoir seulement un témoignage, au lieu d'une photo floue, au lieu de... D'accord? Donc, ils veulent créer une application parce que nous avons tous des smartphones. Il y a 6 milliards de smartphones dans le monde, 6 milliards, et chacun obtient d'énormes quantités de métadonnées pour chaque photo que vous prenez. Quelles sont la longitude, la latitude et l'altitude du téléphone? Quelles étaient les conditions de luminosité et la couleur des objets? Donc, si cela se produit via une application et que l'application peut ensuite être centralisée d'une certaine manière, alors s'il y a un phénomène et que plusieurs personnes le voient, vous pouvez le trianguler. L'une des choses les plus difficiles à établir est la distance à un objet, surtout s'il s'agit d'un objet inconnu. Vous savez, si c'est un ballon de basket, vous savez à quelle distance il se trouve en fonction de sa taille. Si c'est une voiture, vous savez aussi. Mais si c'est un objet dans l'espace, si c'est une soucoupe volante, vous n'en avez aucune idée. Cela pourrait faire des kilomètres de large. Cela pourrait faire des kilomètres de large. Et cela pourrait faire la largeur d'une pièce. Exactement. Parce que l'angle sera toujours préservé, que ce soit petit et proche ou grand et éloigné. Pourtant, les gens continuent d'estimer des distances parce qu'ils pensent savoir, alors que cela permettrait d'éliminer cette incertitude. Je pense qu'ils travaillent encore sur l'application, mais ce serait une première étape très importante. Alors j'ai dit, d'accord, j'ai simplement adopté, est-ce qu'on peut dire une position ferme? Je dis, est-ce trop demandé à ce stade de nous montrer l'extraterrestre? C'est tout ce que je veux. Et au moment où tu fais ça, nul besoin de te demander si tu crois aux extraterrestres. Ce qui implique implicitement que tu dois croire le témoignage de différentes personnes. Voici un exemple. Il n'y a que quelques dizaines de personnes dans le monde avaient déjà vu une pieuvre. D'accord? Et maintenant, ils font la queue au Congrès pour en parler. Et moi, tu dois me croire, c'est cette créature sans os. Elle est aussi large que ça. Et elle a 8 pattes. 8 pattes.
Et il y a des ventouses le long de chaque patte. Et elle peut tourner les poignées de porte. Et il y a du tissu cérébral réparti dans chacune des 8 pattes. Donc les 8 pattes sont en quelque sorte indépendantes, et vous seriez juste, et elle a d'énormes globes oculaires, et quoi? Et elle nage. En plus, elle est vraiment intelligente. Ah oui, elle est vraiment, vraiment, vraiment intelligente, elle trouve des solutions, Elle peut faire la différence entre les rayures et les motifs à poids. et certaines d'entre elles ont des dispositifs de camouflage qui leur permettent d'aller au fond de l'océan et de prendre l'apparence de leur environnement, devenant ainsi invisibles. Ils ont demandé: «Peux-tu en dessiner une?» Personne ne sait comment faire, alors ils dessinent quelque chose qui paraît fou. Donc c'est un peu là où nous en sommes. Nous avons même des témoins fiables décrivent quelque chose d'extraordinaire. Quand tout ce que vous avez à faire, c'est montrer la pieuvre, personne ne demandera alors: «Tu crois aux pieuvres?» Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons tout ça. Je dis: «Est-ce trop demandé?» Ce n'est pas le cas. Oh ouais, merci, merci. Merci, animatrice de sa propre émission. Je suis d'accord, ce n'est pas trop demandé. Je veux faire quelque chose d'un peu fou, c'est-à-dire garder ta casquette de scientifique sans l'enlever, juste la pencher un instant sur le côté. Tu te rends compte de ce que tu me demandes de faire? Eh bien, tu as aussi un côté science-fiction, non? Ah oui, oui, oui. Et tu as une imagination incroyable. Donc, je pense que la première question que j'ai, c'est, étant donné que la crédibilité du témoin a tellement augmenté, Et d'ailleurs, il n'y avait pas que ce défilé de témoins. Il y avait tout un documentaire de près de 2 heures intitulé Age of Disclosure. Oh oui, nous l'avons vu. Ouais, ouais. Où des gens, il y a beaucoup plus de personnes qui témoignent, pas forcément devant le Congrès, mais ils sont complètement sincères. À aucun moment tu ne penses que ces gens cherchent juste la publicité ou... Non, nous avons parlé à Ryan Graves, qui était le premier, tu sais, pilote encore en activité. Et tu sais, il ne dit pas qu'il voit des extraterrestres, mais ce qu'il dit, c'est qu'il se passe quelque chose. Il y a clairement une sorte de dissimulation et personne ne parle de ce que nous sommes censés faire ensuite. Ce n'est pas une dissimulation si des gens, des initiés, disent ce qui a été caché. Dès qu'ils le disent, ce n'est plus une dissimulation. La personne qui dit, un initié, qui dit qu'il y a une dissimulation, Hmm. ce n'est alors plus une dissimulation. Eh bien, cela fait de vous une lanceuse d'alerte? D'accord, d'accord. il y a un manque de clarté sur ce qu'il a vu et vécu, et que beaucoup d'autres pilotes, selon lui, ont également vécu. Laissez-moi faire la distinction entre le fait de voir quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas et l'appeler un pan Bien sûr. qui peut être renommé. Vous savez ce que c'est? Phénomènes anormaux non identifiés. À qui veulent-ils faire croire ça? Ils parlent d'ovnis? Ce mot compte 4 syllabes. Il faut l'utiliser. Anormal, donc. Si vous ne comprenez pas ce que c'est, alors vous l'ignorez. Comme je l'ai souvent répété, je continuerai. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas identifier ce que vous voyez que c'est un extraterrestre. Bien sûr. Cela signifie que vous ignorez ce que vous voyez. Et examinons cela de plus près. De nombreux pilotes font des observations sans savoir ce que c'est et beaucoup concluent trop vite à une visite extraterrestre. Eh bien, attends. Ryan Graves, c'est sûr, ne le fait pas. C'est ce que beaucoup d'entre eux font. D'accord, il pourrait le faire. Mais je pense que ce qui est vrai, c'est que nous avons besoin d'une enquête transparente sur ces questions. Je pense que tu serais d'accord avec ça. N'est-ce pas ce qui arrive? Transparence ou non, il y a des lanceurs d'alerte et des gens de l'intérieur. Donc, je n'ai pas besoin, en fait, quand le Pentagone a publié ces dossiers, euh, c'était presque décevant, étant donné ce qui a déjà été révélé lors des témoignages. Je pensais qu'on verrait un corps, un appareil, et je voulais une analyse chimique d'un matériau inédit. Exposez-le, mettez-le simplement sur la table. Et donc, rien de tout cela ne s'est produit. Il veut que je tourne un peu la tête. C'est ça, juste un petit peu. D'accord, je suis content de le faire. D'accord, passons à la science-fiction un instant, J'adore ça. parce que nous avons parlé à des gens qui disent, bien sûr que l'information n'est pas sortie. Ensuite, ils avancent une raison détaillée pour expliquer cela. Non, ce sont des conspirationnistes, un autre type de consommateur. Certaines de ces personnes sont aussi très diplômées.
Elle travaille dans le milieu universitaire. Si tu dis seulement que c'est probablement là, mais que ça ne sort pas, ça n'a rien à voir avec les diplômes, c'est juste que tu veux une marge d'incertitude. Tu veux combler l'écart entre le témoignage de quelqu'un et ce que tu penses. Cela ne concerne pas ton rang ou ton statut. Juste pour être clair. Il y a donc un écart que j'attribue davantage à une question de structure d'incitation qu'à une conspiration. Il souhaite expliquer une structure d'incitation, ce qui peut paraître conspirationniste, je l'admets, mais je vais vous donner ces informations pour que vous les analysiez. Ouais, je dirais montrer l'extraterrestre. C'est mon analyse. Je dis que je ne sais pas combien de temps on peut ou on doit encore écouter des témoignages de témoins oculaires parce qu'ils deviennent très redondants très vite. D'accord? Ouais, Et donc parce qu'ils disent, j'ai vu quelque chose et ça a fait quelque chose que les lois de la physique n'autorisent pas, peu importe. Ce que j'ai fait dans le livre, c'est en quelque sorte une lettre d'amour à la fascination humaine pour les extraterrestres, parce que l'image que nous nous faisons des extraterrestres se construit en grande partie à Hollywood. D'accord? Regardez la créativité déployée pour imaginer à quoi les extraterrestres pourraient, devraient ou pourraient éventuellement ressembler, que ce soit de façon comique ou très sérieuse. Comique, ce serait Mars Attacks par exemple. C'est juste kitsch, mais ensuite, il y a d'autres tentatives d'être authentiques, quoi que cela veuille dire dans ce contexte, comme la série Alien avec Sigourney Weaver. Ensuite, il y a le préquel avec, comment ça s'appelait déjà? Prometheus. Donc, il y a des centaines d'extraterrestres dans les films, peut-être une centaine mentionnées ici, qu'on examine pour voir à quel point c'est imaginatif, compte tenu de ce que nous savons sur les lois de la physique, la taille de l'univers et ce que pourraient être les technologies. Alors voici une caractéristique. En voilà une bonne, un pouvoir extraterrestre. Y a-t-il quelque chose qui empêche cela? Non. Donc, peut-être qu'un extraterrestre pourrait avoir ça. C'est donc une analyse très honnête, pas une enquête. Exploration. C'est ça, exploration des imaginaires humains sur ce que pourraient être les extraterrestres. Et je pense que c'est un fait amusant sur ce que c'est d'être humain, parce que même si on ne sait pas, on peut essayer d'imaginer. Et ça, c'est toute une industrie qui est construite là-dessus. qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit si tu pouvais créer ta propre version? Ouais, je ne projette pas mes désirs sur l'univers lui-même. Ça ne marche jamais, cet exercice le prouve. Tu parles des extraterrestres d'Arival, c'est cool, ils ont un langage et une conception du temps linéaire. Tu vois, C'était un autre problème. Oui, c'était le temps circulaire. Oui, oui, oui. Donc nous avons le temps linéaire. le problème du temps linéaire est résolu en le rendant circulaire. Exactement. Et donc j'avais d'autres. C'est bon. Une chose qui m'a préoccupé, c'est que, tu sais, ils font leur motif d'encre de calmar de l'autre côté de cette paroi transparente. Je suppose que c'est du verre, mais ça pourrait être une autre substance transparente extraterrestre. Et puis on s'approche du verre, et ensuite on l'interprète, et est-ce que cet extraterrestre l'a dessiné à l'envers pour nous? Comme Léonard de Vinci, quel est ton problème? Explique à tous pourquoi tu as dit ça. Léonard de Vinci écrivait à l'envers, comme dans un miroir, un petit tour amusant pour lui. Eh bien, il était gaucher. Oui, Et certains ont soutenu que si vous êtes gaucher et que vous écrivez avec de l'encre liquide, vous n'écririez que de droite à gauche. C'est exact, oui. Et de cette façon, vous ne mettez pas de l'encre partout. j'ai un gaucher, oui, Oui, ce n'était pas qu'il refusait que les gens volent son travail. c'est exact. Eh bien, et aussi l'idée que Léonard de Vinci écrivait dans un certain code. Il suffit de tenir un miroir et vous pouvez voir ce que c'est. Les miroirs étaient rares à l'époque. C'est aussi vrai. Mais en théorie, c'était possible. Donc cela ferait partie d'Arival. Il est assez intelligent pour avoir créé son propre système cryptographique correct. 100%, oui. Donc je ne suis pas convaincu par l'idée qu'il ne voulait pas que les gens le lisent. Ouais. Ouais, ce n'était pas vraiment un mystère. Donc un autre problème que j'ai eu avec les extraterrestres d'Arival, au fait, il faut faire la distinction. Il y avait deux films avec Arrival dans le titre, un avec Charlie Sheen qui joue un astrophysicien. Et celui-là, je crois, date des années 90. Et puis il y en a un qui a un The devant et l'autre c'est juste Arrival. Tu as raison, tu as raison. Donc, mais bref, celui dont on parle maintenant, c'est celui où ils arrivent avec ces modules qui flottent dans différentes villes et on envoie une physicienne et un linguiste pour comprendre, ce que je n'aurais jamais fait. Mais c'est quand même un rebondissement assez cool. J'aurais envoyé un astrobiologiste et un cryptographe. C'est ce que j'aurais envoyé. Et puis j'ai tweeté ça. Je me suis senti mal parce que ce n'est qu'après que j'ai réalisé
À quel point voit-on souvent un linguiste dans un film? C'est vrai. Pratiquement jamais. C'est vrai. Personne ne sait même ce que c'est. Les astrophysiciens sont dans tous les films de science-fiction. J'ai eu l'impression de critiquer alors que je n'aurais pas dû. Eh bien, c'est... Mais c'est aussi le bon moment pour mentionner des recherches récentes, je crois, de Stanford. Il semble que les cachalots aient une grammaire dans leur langage. Et je me suis dit, enfin, la linguistique et la biologie, non? Et la linguistique, la biologie et la neurolinguistique convergent enfin. En fait, je dis quelque chose dans le livre qui n'est peut-être pas tout à fait vrai, où je dis que des extraterrestres viendraient et verraient la même espèce partout, qui ne peut pas communiquer avec elle-même à cause de nos langues différentes, ce qui pourrait leur sembler étrange. C'est vrai. Je dis aussi que les baleines et les dauphins communiquent entre eux. Il se peut qu'un dauphin ou une baleine d'un côté du monde ait une langue de dauphin ou de baleine complètement différente. Je ne pense pas. Peut-être que ce n'est qu'un dialecte. Oui. Il pourrait avoir un accent. Non, comme tu l'as dit, il suffit de penser à l'idée des extraterrestres, et je crois que c'est aussi ce que le livre nous permet d'explorer. Pas seulement ce que ce serait pour nous de rencontrer des extraterrestres, mais à quoi ressemblons-nous, n'est-ce pas? Pour une espèce extraterrestre. Un chapitre entier est consacré à cela. Laissez-moi finir le point sur les extraterrestres septopoïdes dans Premier Contact. Je me demande juste si tu es aussi mou que ça. Comment construis-tu des choses? Comment assembler avec un marteau? Comment tu assembles? Par la pensée, D'accord, merci d'avoir répondu à cette question. Attendez une seconde. Nous avons aussi parlé à Stephen Wolfram, consultant sur Premier Contact. Si vous êtes mou, comment construisez-vous des choses? Si vous êtes complètement mou, si vous êtes juste mou partout, C'est ça. non, ni un exosquelette, ce qui est plutôt bien, comme les insectes en ont un, ni un squelette à l'intérieur où on pourrait se blesser si on... C'est pour ça qu'on porte des gants pour protéger notre extérieur mou, parce que notre intérieur osseux est vraiment en train de faire le... D'accord? Donc, vous voyez, je ne pense pas que l'extraterrestre mou puisse faire un coup de karaté et casser des briques, par exemple. C'est tout. Donc, je serais curieux de voir s'ils y arrivaient. Je me demanderais comment. D'accord? Donc, Pas à base de carbone. oui, et d'ailleurs, j'ai aussi abordé la question du carbone. C'est, c'est une supposition, mais ce n'est pas une supposition farfelue. En tant qu'astrophysicien, je peux vous dire, oh, au fait, rappelons-nous, vos lecteurs le savent sûrement vu votre parcours professionnel. Pas en tant qu'acteur, mais en tant que votre expérience en laboratoire. Pourquoi quelqu'un suggérerait-il qu'il pourrait y avoir une forme de vie basée sur Le carbone? Oh, le silicium? le silicium, le silicium? Pourquoi choisir le silicium alors qu'il y a 99 autres éléments? Parce que le silicium, dans le tableau périodique des éléments, se trouve juste en dessous du carbone. Et tous les éléments d'une même colonne ont la même configuration d'électrons sur leur couche externe. Et c'est cette configuration qui détermine le type de molécule que tu peux créer. Donc chaque molécule que tu peux faire avec du carbone, tu peux la faire avec du silicium. Donc on a le dioxyde de carbone, CO2, il y a le dioxyde de silicium, on a CO, tu sais, le monoxyde de carbone, on a CO, j'ai bien dit ça. Le dioxyde de silicium, CO2, le monoxyde de silicium. Alors imagine la vie, mais tu remplaces chaque atome de carbone par un atome de silicium à chaque endroit. À quoi ressemblerait cette vie? Ça ressemblerait à un strudel parce que c'est à ça que ressemble le silicium. Le silicium, c'est l'ingrédient actif de la roche. Oui, c'est ça. Donc tu pourrais être un peu plus... Pâtisserie, c'est comme une pâte feuilletée. Donc c'est une exploration intéressante à considérer, mais encore une fois, en tant qu'astrophysicien, le carbone est le quatrième atome le plus abondant dans l'univers. C'est le troisième atome chimiquement actif le plus abondant, parce que l'hélium est là-dedans et l'hélium est inerte. Donc il est hors de toute considération, il est hors course. C'est le troisième plus courant, puis vient l'oxygène. Ensuite, c'est l'azote. Après, il y a tout un tas d'autres éléments. Et quelque part plus bas, on arrive au silicium. Donc, il n'est pas nécessaire de faire appel au silicium parce que le carbone est abondant et très apte à former d'énormes molécules complexes. Donc, c'est un biais réel et justifié. C'est comme ça que je le dirais. Oui. d'accord, je vais encore me mouiller une fois de plus. Attends, a-t-on déjà mis ma science dehors? Ton argument est-il terminé? C'est d'un... Parce qu'on n'arrête pas de t'interrompre. Si on y revient, voici l'écrivain de science-fiction Neil deGrasse Tyson.
Et l'explication, c'est que si un matériau avait été récupéré et qu'ils essaient de l'analyser à rebours, alors les personnes qui font cette rétro-ingénierie sont des sous-traitants. Ce ne sont pas de véritables agences gouvernementales. Bien sûr, Ils utilisent divers sous-traitants. surtout que si c'est une agence gouvernementale, ça se repère dans les budgets. Exactement. Donc vous, et techniquement, les compétences requises demanderaient des sous-traitants capables d'exécuter cela. Ce qui d'ailleurs est une caractéristique fondamentale. Je n'en révèle pas trop ici sur le film Disclosure Day, qu'il y a une entreprise privée impliquée, et de cette façon, on ne peut rien retracer du tout. C'est logique, je ferai pareil. Merci pour votre... C'est ça, mes opinions officielles. Steven Spielberg sait ce qu'il fait. Donc, ces entreprises privées ont peut-être obtenu certains matériaux, qu'il s'agisse de matériaux biologiques ou d'un engin de quelque sorte. Et la théorie veut que partout dans le monde, les gouvernements soient engagés dans une course, un peu comme le projet Manhattan, pour faire de la rétro-ingénierie de cette technologie. Et le problème ici, la structure d'incitation, c'est que s'ils réussissent à percer ce mystère et à déchiffrer ce code, cela bouleversera la production d'énergie ou la manière dont nous utiliserons le type d'énergie que nous pourrons exploiter. Et cela bouleversera totalement les marchés du pétrole, les marchés du gaz naturel. C'est donc une perturbation massive de la puissance économique mondiale. Je n'ai pas de problème avec ça, mais montrez-moi quand même l'extraterrestre. Je veux dire, gardez la technologie secrète, montrez-moi l'extraterrestre, et bâillonnez l'extraterrestre pour que la chose ne puisse pas parler. L'implication serait que ce serait une raison de tout dissimuler. Cela pourrait justifier de cacher la technologie. Parce que cela pourrait changer notre façon de faire des affaires. Je n'aime même pas... Quand même, montre-moi l'extraterrestre. Ça, tu sais, ça ne pose pas de problème. Là-dessus, on est prêt. On s'y attend. Comme je l'ai dit, est-ce trop demandé? Voici aussi quelque chose que tu ignorais peut-être. D'accord, les frères Wright ont volé en quelle année? Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Je ne sais pas. 1903, D'accord. d'accord? Ça prendrait Je me trompais d'une trentaine d'années, ce n'est pas mal. 44 ans pour franchir le mur du son avec Chuck Yeager, d'accord? Tu te rends compte qu'il a franchi le mur du son 3 mois après Roswell? Je dis ça comme ça. Alors, que se passe-t-il? 10 ans après qu'on ait franchi le mur du son, nous sommes en orbite autour de la Terre. 12 ans après notre mise en orbite autour de la Terre, nous marchons sur la Lune. D'accord. Donc, si vous niez le rythme de la science et de la technologie, votre seule explication, c'est que nous faisons de l'ingénierie inverse à partir d'une technologie de pointe provenant de visiteurs extraterrestres qui est gardée secrète. Attends. Un instant. Oui, attends. Quoi? Je ne savais pas que c'était sur ce terrain-là qu'on se plaçait. Donc tu dis, et moi, je t'assure, là, je ne sais vraiment pas. Certaines personnes ont dit que ce qui s'est passé à Roswell a mené à cette augmentation exponentielle de la technologie et de la sophistication aéronautique. Les exemples que je viens de te donner, je n'ai vu personne présenter. Les gens ont parlé d'ingénierie inverse sur des technologies. J'ai précisément exposé tout cela, non pas parce que vous ne pourriez pas le chercher, mais car j'y ai consacré un chapitre dans mon livre précédent. D'accord. Je crois que j'ai parlé de ce livre la dernière fois que j'étais ici. Oui. En parlant du rythme du progrès dans notre société, quel est le temps de doublement des découvertes et des recherches publiées? Et nous avons des cerveaux linéaires. Nous croyons que le progrès est linéaire. Il n'y a littéralement aucune raison, d'un point de vue évolutif, pour que nous soyons capables de penser de façon exponentielle. C'est hors de notre portée. Pourtant, cela se produit autour de nous. Et donc, dans ce livre, j'ai consacré tout un chapitre à examiner des périodes de 30 ans à partir de 1870. Avant que quiconque ne parle des extraterrestres, jusqu'en 2020, et chaque période de 30 ans a apporté des avancées extraordinaires à la civilisation. Alors j'ai passé en revue cela, et j'en ai choisi 4 ou 3, peu importe ce que c'était. Et tout ce que je dis, c'est... Si vous comprenez comment fonctionnent les exponentielles, il n'est pas surprenant que le rythme ait augmenté à ce point
En supposant que vous soyez dans une culture comme les États-Unis au XXe siècle, où il existe un champ de recherche scientifique libre et ouvert avec des passerelles entre la science et l'ingénierie inventive. Si cela n'existe pas, vous vivez dans une grotte et y resterez, n'est-ce pas? Mais les États-Unis l'avaient. Et c'est pourquoi nous avons essentiellement contrôlé le monde pendant toute la seconde moitié du XXe siècle. Et c'est la période pendant laquelle je décris ces grandes avancées. Il y a un exercice célèbre, amusant, pour tester l'intuition de la croissance exponentielle. Donc, je vous dis qu'il y a un lac et une algue qui poussent dans le lac. D'accord? Et l'algue, je dis l'algue, double chaque semaine. Quelle surface ça couvre sur le lac? Ça double chaque semaine. Et tu vois le lac, et ça a pris un Mhm. an pour que la moitié du lac soit recouverte d'algues. Donc la question est, combien de temps faudra-t-il pour recouvrir tout le lac? Et 99 personnes sur 100 répondront quoi à ça? Un an. La réponse est une semaine. C'est la différence entre penser de façon linéaire et penser de façon exponentielle. Et je me suis lancé dans ce raisonnement exponentiel parce que quand j'étais à Princeton, Princeton a une bibliothèque d'astrophysique entièrement dédiée à l'astrophysique. Je pensais être mort et au paradis, d'accord? Et sur un des murs, il y a tous les numéros du Astrophysical Journal qui a vu le jour en 1895. Wow. Donc le premier est en haut, sur le mur du haut, et j'ai dit, laissez-moi juste faire une expérience. Et j'ai dit, quelle année? C'est le milieu de ce mur. J'ai fait cette expérience en 1992. 1992, quelle année est au milieu? D'accord? C'était 1978. Ainsi, autant de recherches ont été publiées entre 1978 et 1992 qu'entre 1895 et 1978. Alors je suis allé dans cette partie et j'ai dit, où est le milieu? Et donc le point est la recherche en astrophysique qui n'avait rien à voir avec les soucoupes volantes ou quoi que ce soit. C'est juste notre compréhension de l'univers. Le temps de doublement était en fait de 15 ans. Et donc cela m'a amené à réfléchir à tout cela. Donc tu nies à quel point nous sommes intelligents en tant qu'espèce si tu dis qu'on n'aurait jamais pu imaginer ça. Il y aurait des extraterrestres dans une boîte fermée à l'abri et on essaie d'en reproduire la technologie par rétro-ingénierie. Fantastique. Donc c'est ma longue réponse à ta question. Ça ne fera pas le meilleur film, mais c'est une bonne réponse. Oui, ce côté, ça ferait un bon film, est bien présent ici. Pourriez-vous montrer à votre public à quel point ce livre est abîmé, encore une fois, pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui viennent juste. Voilà, je vais juste l'utiliser comme ça. D'accord, Donc, tu parles de quelque chose dans ce livre. C'est à la page 188. d'accord. Et c'est une lettre qui t'était adressée. Oui, Tu as eu l'occasion de voir un extraterrestre et tu as refusé. oui, Peux-tu expliquer ce qui s'est passé? d'accord. Donc j'étais chez Colbert et je commentais cette série de témoignages et j'ai dit, faites venir l'extraterrestre, ce n'est pas la première fois que je dis ça. Montrez-moi l'extraterrestre. Ne parlez pas seulement de l'extraterrestre, montrez-moi l'extraterrestre. Et d'accord. Donc Colbert était d'accord, très bien. Puis, en quelques semaines, j'ai reçu une lettre d'un Mexicain. Je ne sais pas exactement quel était son rôle, s'il était l'un des gardiens ou l'un des organisateurs. Mais il a dit, nous avons sorti les extraterrestres que nous avons, qui ont été trouvés sur les plaines de Nazca, au Pérou, et ils sont exposés au Congrès mexicain. Nous les avons. Puisque vous vouliez que cela se produise, nous l'avons fait pour nos propres extraterrestres momifiés ou non momifiés.
Ils étaient momifiés et j'ai regardé les photos des extraterrestres. D'accord, ils sont très archétypaux, d'accord, genre tête chauve, grands yeux, nez, bouche. La bouche est comme ça, comme s'ils fumaient une pipe ou quelque chose comme ça. Bref, les bras, Gris? elles sont momifiées et étaient gris foncé, D'accord. comme la paroi latérale gris foncé. Oui, oui. Et non, un peu plus clair. Oui, gris, définitivement gris. Pas vert, Pas le vert. oui. Et ils avaient des hanches, des jambes, un fémur, des pieds, des bras, des doigts. Un humanoïde. Eh bien, humanoïde, merci de m'avoir aidé là-dessus. Les hanches, c'est genre, pourquoi il s'intéresse aux hanches? Si tu as des hanches, ils en ont examiné une, ont fait des radios et trouvé des œufs dedans. Quoi? Non? Quoi? Oui. Attends, quoi? C'est seulement maintenant que tu t'en rends compte? Je suis désolée. C'est seulement maintenant que tu... Je veux dire, comme des œufs qu'on verrait sur une radiographie. Des œufs, des œufs. Car je sais à quel point mes ovules sont gros. Tu ne peux pas les voir sur une radiographie. C'était des œufs de la taille de ceux d'un reptile, genre aussi gros que ça. Comme un œuf d'autruche? Oui, sauf qu'ils étaient, tu sais, allongés plutôt que sphériques, donc il y avait 3 œufs. Maintenant, voici quelque chose d'intéressant auquel personne ne pense. D'accord, ceci est une radiographie. Ce sont des hanches faites pour enfanter. Je l'ai vu, les hanches étaient parfaites. Alors j'ai dit, quoi? D'accord? Pourquoi Neil deGrasse Tyson pense-t-il aux hanches d'un extraterrestre? Maintenant je sais. Parce que des œufs doivent passer par le canal de naissance, peu importe ce que c'est, et l'extraterrestre, Ces hanches d'extraterrestres ne mentent pas. les hanches ne mentent pas. D'accord, cool. Donc, généralement, quand tu regardes une radio, tu la vois en négatif. D'accord? En général, ils n'impriment presque jamais une radio sur un film positif N'est-ce pas? parce que les os et autres tissus durs absorbent les rayons X, ce qui signifie que les rayons X ne les traversent pas. Sur une radiographie, ils apparaissent en blanc. D'accord? Les rayons X ont été absorbés, donc le film de l'autre côté ne les perçoit pas. D'accord? Donc, c'est juste que sur le négatif, ils apparaissent en blanc. Vos os et autres tissus durs. Ces œufs étaient complètement blancs, donc les rayons X ne pénétraient pas les œufs. Cela veut dire qu'ils sont en plomb? D'accord. Attends, tu veux dire que les aliens pondent des œufs en plomb pour avoir des bébés? Je ne sais pas vraiment. Beaucoup de matériaux bloquent les rayons X, mais pas les coquilles d'œufs, d'accord? Oui, c'est ça. Alors, Désolé, c'est juste pour compléter ce qui manque. oui, Si c'était de vrais œufs ou des œufs reconnaissables sur le plan biologique, oui, ceux-ci auraient dû absorber les rayons X, ils auraient dû ressembler à quelque chose de biologique. non, les rayons X auraient dû passer sans s'arrêter et cela n'aurait pas dû ressortir aussi lumineux sur un négatif. C'est subtil. Oui. J'ai passé une grande partie de ma vie comme photographe. Oui, oui. J'avais une chambre noire et je développais en temps réel, ce qui m'a donné une grande sensibilité au processus photographique. Donc c'était un peu bizarre, mais il voulait m'inviter à les examiner. Non, non, à les inspecter. Oui, la lettre dit. Et il a dit que nous paierons. Et tu sais, comme quelqu'un de ton rang et de tes privilèges en a l'habitude, et nous te donnerons un hébergement de première classe. Et j'ai dit merci pour cette aimable invitation. Mais je refuse, parce que ce n'est pas à moi de voir ça. Il vous faut un biologiste, un biochimiste, il vous faut quelqu'un qui a une expertise des tissus et des formes biologiques. Ce n'est pas une question de savoir si je pense que c'est réel, c'est une question de savoir si quelqu'un ayant l'expertise pour porter ce jugement peut savoir que c'est réel. Je sais seulement que vos œufs ne sont pas faits de coquilles. C'est tout ce que je peux apporter à cette conversation. Alors, enfin, j'ai dit, et à la fin, il ne s'agit même pas de ce que votre groupe en dit, il faut prendre un peu de tissu, l'envoyer partout dans le monde, c'est ce qu'on a fait avec les roches rapportées par Apollo. Des musées et des laboratoires de recherche collaboraient partout dans le monde. Les échantillons Apollo ont été partagés mondialement pour montrer où nous étions allés. C'est ainsi que la science fonctionne, surtout pour une affirmation extraordinaire. Bien sûr. Et donc, c'était ma réponse. Non, je n'y suis pas allé. D'accord, je voulais juste savoir. Neil deGrasse Tyson, l'homme, pas le docteur, était-il curieux? Eh bien, moi, j'étais méfiant à ce sujet. D'accord? Encore une fois, parce que tu me demanderais quoi? Comment ferais-je? Quel extraterrestre créerais-je?
il ne serait pas humanoïde, car s'il n'est pas de cette planète, pourquoi ressemblerait-il à un humain alors que la plupart des espèces terrestres ne nous ressemblent pas? La plante derrière toi ne ressemble pas à un humain, C'est un bon argument, d'accord? C'est juste, et avec qui nous avons de l'ADN en commun, n'est-ce pas? d'accord? Donc si tu viens d'une autre planète sans ADN en commun ou sans ADN du tout, être humanoïde me semble être une extrapolation créative À moins que... de l'imagination. À moins que... J'étais donc sceptique, suffisamment sceptique pour dire que ce voyage devrait être effectué par quelqu'un ayant une expertise directe, par exemple dans les tissus momifiés. D'accord. J'ai appris plus tard qu'il y avait un enquêteur péruvien qui l'a testé et a dit qu'il y avait des tissus biologiques à l'intérieur et que d'autres parties ressemblaient à du papier mâché. Et qu'ils ont mis, peut-être que tu ne le crois pas parce que ça vient du Pérou et peut-être qu'il y a, tu sais, C'est décevant. Tu sais, papier mâché. eh bien non, cela a été révélé comme une supercherie Ouais. par cet enquêteur péruvien. Donc peut-être qu'il se passe peut-être quelque chose entre le Pérou et le Mexique. Tu dis qu'il pourrait y avoir un différend entre, disons, les gestionnaires de momies mexicains et les Péruviens. Voilà un titre accrocheur. Les Péruviens s'interrogent comment leurs momies se sont retrouvées dans des cercueils mexicains, révélant un enjeu géopolitique que je n'avais pas. D'accord, ça va? Oui. Mais tout ce que j'ai dit, c'est que ça ne le ferait pas, je ne suis pas l'arbitre ici. Ce sont les scientifiques qui ont cette expertise. Oui. Tu sais comment je peux arbitrer? Dans l'un des films Star Wars, en fait, Star Wars épisode 7, Le réveil de la force, ils prennent l'étoile de la mort, une nouvelle version améliorée de l'étoile de la mort, ils la gardent à côté d'une étoile ordinaire et elle aspire l'énergie de cette étoile. Maintenant, elle peut détruire 8 planètes, anéantir 8 planètes au lieu d'une seule. D'accord. D'accord? Tu es d'accord avec ça? Non. Parce qu'une étoile s'éteint, parce que son énergie disparaît, C'est ça. Oh non. elle peut détruire 50 000 planètes, Je savais que ce film était une mauvaise idée. pas seulement 8 ici et là. Donc, s'ils avaient compris la science, le côté obscur aurait pu être bien plus diabolique. Oui. Et donc, oui, j'ai les compétences pour en parler. Il y a encore une chose que j'aimerais vous demander quelque chose au sujet de tout ce, vous savez, tout ce remue-ménage autour des discussions sur les extraterrestres. Donc il y a, vous savez, Des extraterrestres sur Terre? des extraterrestres sur Terre. Ouais. Un petit peu de... Vous savez, quand on cherche quelque chose, parfois on le trouve. Mais Michio Kaku, avec qui nous avons récemment eu le plaisir de parler, C'est un ami et collègue du City College de New York. il a récemment été aux informations. Il est passé sur Fox News. Et il parlait, vous savez, des dizaines de scientifiques américains portés disparus ou morts au cours des, je regarde, des 5 dernières années environ. 11 scientifiques, 104 ans. Oui. Eh bien, cela concerne seulement les 4 dernières années. Alors, est-ce que les gens cherchent quelque chose qui n'existe pas et qu'on finit par trouver? Pourquoi y a-t-il autant de personnes? Je vais juste poser la question. Pourquoi y a-t-il autant de personnes qui font des recherches dans ce domaine, qui sont soit mortes, soit portées disparues? C'est vraiment le cas? Je n'ai pas dit ça au début. Oui. Tu as juste mentionné les scientifiques. Ils meurent aussi. Non, je comprends. Non, on parle de personnes qui travaillent dans le... Je veux dire, c'est louche. C'est juste louche et c'est étrange. Donc je suis curieuse. Et je pense que tu as l'autorité pour en parler parce que tu sais, fais attention à ce que tu recherches. Merci de t'inquiéter pour ma santé. C'est ma menace voilée. Je n'ai pas pris le temps pour regarder les statistiques de ces données, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait. J'ai lu ce qu'ils ont écrit sans vérifier. Selon eux, ils ont observé combien de scientifiques meurent chaque année. On parle de milliers de scientifiques qui meurent chaque année. Bien sûr. Tu peux sélectionner ceux-là, en trouver certains qui ont des intérêts communs et dire il qu'il y a quelque chose. À un moment donné, tu dois utiliser le mot complot ici. Je ne suis pas docteur Kaku. Je ne sais pas. Donc, donc, comme j'ai vu quelque chose qui disait en gros que ce n'était pas statistiquement étrange, je ne l'ai pas vérifié. Bien sûr. Il m'est plus simple de penser que ce n'est pas anormal d'un point de vue statistique, vu le nombre de scientifiques qui meurent chaque année et leur domaine de recherche. D'accord. Et d'après ce dont je me souviens, encore une fois, je me fie à ma mémoire de ce que j'ai lu. Certains d'entre eux travaillaient dans ce domaine, mais étaient à la retraite depuis longtemps. Donc ils ne sont même plus actifs dans le domaine.
Donc, si quelqu'un enlève des scientifiques et les tue, il y a franchement une bien meilleure liste à faire que ces 11-là. En fait, voici une autre façon de le demander, ce que je fais souvent dans le livre. Les gens ont une conclusion ou une hypothèse et je leur dis, avez-vous posé ces autres questions? Par exemple, prenez 10 personnes qui sont des passionnés d'OVNI et demandez-leur, quel que soit leur nombre, de dresser la liste des 10 personnes les plus susceptibles d'être enlevées, tuées ou de disparaître. Si quelqu'un dans cette liste de 10 apparaissait dans la liste des personnes disparues, ce serait intéressant. Alors, cela voudrait dire qu'il y a des personnes qui sont des initiés ici et que le gouvernement vient tout simplement d'éliminer. Après coup, il y a quelque chose qu'on appelle l'effet du tireur d'élite. Tu connais ça? C'est un concept statistique. Un, un effet. Vous vous souvenez? Nous sommes assez âgés ici. Vous rappelez-vous quand certains disaient que les lignes à haute tension causaient des cancers Non. ou que les téléphones portables causaient des cancers? Vous vous souvenez de ça? Oui. D'accord, ils étaient liés parce que c'était D'accord, compris. l'énergie électromagnétique provoque des cancers. Donc, ces études n'ont pas simplement étudié toutes les personnes exposées à l'énergie électromagnétique et cherché où les cancers apparaîtraient. Ils sont allés vers des foyers de cancer. Exact. Exact. Et ensuite, ils ont vérifié C'est improvisé, oui. s'il y avait une énergie électromagnétique supplémentaire là-bas, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir eu des endroits où le risque de cancer était plus faible, qui avaient des champs tout aussi élevés, dans lesquels ils étaient immergés, mais ils n'apparaîtraient jamais dans les données, parce que ce n'est pas comme ça qu'ils ont cherché dans les données. On appelle ça l'effet du tireur texan. On l'appelle l'effet du tireur d'élite parce que si tu as le flanc d'une grange, je te bande les yeux et je te dis, tire toutes les balles de ce pistolet sur le côté de la grange. Et ensuite, je vais là où la plupart de tes balles se sont regroupées, puis je dessine une cible autour et je dis, tu as bien tiré. Tu sais tirer droit même les yeux bandés parce que tu as créé la cible après que les données aient été établies. Tu peux croire à tort que quelque chose est réel alors que ça ne l'est pas. Et donc, ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'ils ont trouvé des personnes qui étaient mortes ou portées disparues, peu importe. De plus, les personnes disparues étaient plus âgées, ce qui peut arriver neurologiquement. Bien sûr. Tu sais, est-ce que c'est une fois par mois que je vois ça sur l'autoroute? On les appelle des autoroutes dans l'Est, pas des voies rapides. Tu sais, une alerte Silver, comment ils appellent ça? Une alerte pour personnes âgées. Oh oui. Nous l'avons en ce moment. Ouais. Donc, plus âgé, la démence, la personne part en voiture, Nous venons d'avoir un AVC et sommes morts tous les deux. C'est notre expérience de mort imminente. et on essaye de trouver la voiture. Donc, Le syndrome crépusculaire? ouais, je ne sais pas, d'accord. D'accord. Silver Alert, c'est écrit. Silver Alert? Silver Alert, Silver Alert, alors, euh, et- si ces personnes n'étaient pas votre choix initial, mais que vous les choisissez maintenant, ce n'est pas une bonne analyse de données. Beaucoup de bruit pour rien. On peut le rayer de la liste. Tu es en sécurité. Tu es en sécurité. J'espère. Si je disparais demain, C'est ce que je dis quand on parle aux matérialistes. J'espère qu'un extraterrestre l'enlève et lui explique tout en détail, genre, tu avais tort. Devine quoi? Il existe tout un autre plan de conscience? Alors je me demande, tu sais, si ça t'arrivera. va à l'épilogue. Oui. Nous allons filmer votre sortie de ce bâtiment afin de ne pas être tenu responsable. Allez à l'épilogue, Oui. d'accord? Et lis le premier, J'ai lu ça à John. lis-le maintenant. Si je disparais lors d'une nuit d'observation au télescope, ne me cherchez pas sur Terre. Regardez les étoiles, car je serai là-bas, avec les extraterrestres dans leur dimension. Ils vont sûrement prendre mon smartphone. Je ne leur ferai rien. Ils pourraient être gentils ou faire de moi leur animal de compagnie. C'est effrayant. Ensuite, tu proposes une analyse intéressante. Sur Terre, nous aidons mieux les animaux de compagnie que les humains dans le besoin. Et tu continues à le décrire. Ouais, donc ce serait, tu sais, et ils me renverraient, mais je n'aurais aucune preuve à part mon témoignage, car ils ne l'ont pas fait. Et personne ne te croirait quand tu vois ce que ça fait. On te retirera ton diplôme, tu seras mis sur liste noire et tu finiras par écouter les Grateful Dead en fumant de l'herbe toute la journée. C'est ce que j'ai dit à la fin. J'ai dit que j'aurais du mal à convaincre les gens de ça. Mais ensuite, je dis, peut-être, parce que j'aimerais bien, ils pourraient me permettre de visiter leur Académie des sciences et on échangerait des idées,
des technologies et tout ça. Donc, si je n'arrive pas à convaincre les gens, ce que je ferais peut-être, c'est obtenir un aperçu d'une technologie qui nous permettrait de visiter les étoiles. Et puis à partir de là, on visite d'autres civilisations devenant les extraterrestres de leurs fantasmes. Avant qu'on passe à l'Antarctique, comme tu le fais, tu sais, tu as mentionné le film Contact, qui pour beaucoup d'entre nous a été en quelque sorte notre premier contact, n'est-ce pas, avec ce genre de conversation. Ça vaut la peine d'y revenir, surtout pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est old school, typique de la fin des années 80 ou début 90. C'était en 1996, je crois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a cette ambiance, tu sais, c'est très tropical. Je rappelle et informe ceux qui n'ont pas vu le film qu'on ne voit jamais l'extraterrestre. D'accord, c'est ce que j'allais dire. Donc, l'idée de visiter les étoiles, n'est-ce pas? Et encore une fois, on va te demander d'enlever ta casquette d'astrophysicienne pendant un instant. Je peux faire ça. L'endroit où Contact t'emmène est un lieu que Jonathan et moi continuons à rencontrer accidentellement en animant ce podcast. Nous parlons encore à des personnes ayant des expériences qui n'ont absolument rien à voir avec les extraterrestres. Nous parlons à beaucoup de personnes qui ont, tu sais, des expériences médicalement vérifiables et bizarres. Ils reviennent de la mort. Disons qu'ils ont un arrêt cardiaque ou une réaction indésirable à un médicament et ils sont ramenés à la vie. Vous entrez dans une sphère non matérialiste. C'est exact. J'ai donc demandé d'enlever votre chapeau. Vous devrez peut-être même retirer vos cheveux comme... Je suis en conversion, croyez-le ou non. Ce qui m'a frappé quand j'ai vu Contact, ce n'est pas la partie sur les extraterrestres, mais plutôt l'idée qu'il existe un endroit auquel nous pouvons accéder. Que ce soit dans notre cœur, dans notre imagination, dans notre fantasme, ou sur un plan de conscience transcendantale. Il existe un lieu que l'on peut toucher, situé hors de ce monde et du temps linéaire. C'est en dehors du temps factuel, n'est-ce pas? C'est un endroit où tu peux vivre quelque chose d'aussi incroyable que d'avoir l'impression d'être en présence de quelqu'un qui est décédé, n'est-ce pas? Cet endroit m'intéresse parce que c'est un lien que les gens ne cessent d'établir. Pourrais-tu revenir à l'épilogue Oui, et lire le paragraphe le plus bref de cet épilogue? les extraterrestres pourraient être intrigués d'apprendre que certains de mes semblables qui consomment la drogue hallucinogène DMT voient des extraterrestres. Et il existe un mouvement associé visant à établir une communication bidirectionnelle pour voir ce que nous pourrions apprendre. Mais je ne parle pas de DMT ni d'extraterrestres. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit d'une expérience neurologique qui présente une certaine similarité parmi les utilisateurs. Je ne sais pas. Je ne connais pas le pourcentage d'utilisateurs de DMT concernés, mais c'est assez pour qu'ils se réunissent. Ah oui, Et essaie d'y réfléchir d'une manière où les investigations matérialistes échoueraient. Je partagerai donc ce fait avec les extraterrestres. Ils pourraient trouver cela intriguant. que nous avons une drogue qui enlève le voile de cette réalité virtuelle que nous semblons expérimenter. Je veux dire, les personnes qui prennent du DMT et qui font partie de ce genre de communauté, ce qui, encore une fois, est différent, je pense, de la communauté des expériences de mort imminente, des expériences transcendantales, des choses comme ça. L'idée étant qu'il existe une réalité que nous ne pouvons pas tous voir et que le DMT vous permet littéralement d'enlever ce voile. Derrière, cela évoque un code, parfois proche de caractères japonais. Donc j'ai quelques réflexions à ce sujet. Et des petits bonshommes. J'ai une nièce d'un cousin éloigné ou quelque chose comme ça. Il suffit de suivre le fil et vous arrivez à elle. Elle est agent immobilier et instruite, diplômée de l'université. Son père est décédé, il aurait été mon cousin au second degré, peu importe, d'accord? C'est comme ça que ça marche? Ouais, ouais, ouais. Il est mort et elle a dû aller identifier le corps. Alors elle entre à la morgue et le corps est là et il se redresse et commence à lui parler. Non. Attends, écoute-moi un instant, Je suis avec toi. d'accord? Et elle décrit toute la conversation et elle m'écrit en disant, parce qu'elle sait que je suis un rationaliste, elle m'a demandé qu'est-ce que je pense qu'il s'est passé. D'accord? Alors j'ai dit, soit tu as eu une rencontre avec le grand au-delà, Bien sûr. ce qui serait incroyable, et nous devons documenter cela et l'explorer. Ou alors, tout s'est passé entièrement dans ta tête. D'accord? Donc tu as eu une hallucination auditive ainsi qu'une hallucination visuelle. Beaucoup croient que les hallucinations sont seulement visuelles, mais elles peuvent aussi être auditives. D'accord? J'ai dit,
La prochaine fois que ça arrive, voici ce que tu fais. Tu ne m'es d'aucune utilité. Écoute-moi, écoute-moi. Eh bien, non, non, j'ai mis ça dans un livre intitulé Lettres d'un astrophysicien pour que, si quelqu'un d'autre lit ceci, il puisse, tu veux tester ça. Tu veux, oh là là. Et donc, et dans la conversation, c'était comment vas-tu? Je vais bien. Tu sais, assure-toi de prendre soin de toi, prends soin de maman, ce genre de choses. Et j'ai dit, ce n'est pas la conversation que tu devrais avoir. À la place, pose ces questions, d'accord? Remplace par tout ce que tu veux dire. Où es-tu? Est-ce que tu portes des vêtements? Est-ce que tu manges? Si oui, d'où vient la nourriture? Qui d'autre est là? Neil deGrasse Tyson, tu n'es pas drôle. Écoute-moi, écoute-moi. Ah, et quel âge as-tu là-bas? Oui. Est-ce que grand-mère a 89 ans ou est-ce qu'elle a 30 ans? D'accord? Tout le monde a 30 ans. Tout le monde dit qu'ils ont 30 ans. D'accord, je n'ai pas fini. Je suis en colère contre toi maintenant. Je n'en ai pas fini avec toi. D'accord. Alors pose ces questions. Ensuite, tu obtiens des informations de l'au-delà. Ensuite, demande à quelqu'un d'écrire une phrase simple sur un morceau de papier, de la mettre et de la sceller dans une enveloppe. D'accord? Comme les roses sont rouges ou le tonnerre est fort. D'accord? Ensuite, quand il se redresse et qu'il te regarde, ouvre ce message, montre-le lui et dis « Lis ce message ». Lis ce message. Je ne sais pas ce qu'il contient. Lis-le toi-même. D'accord. Et ensuite, il le relit. Et s'il le relit correctement, c'est une vraie communication avec l'au-delà. D'accord, c'est à mon tour maintenant. Vas-y. Est-ce qu'elle t'a déjà reparlé? Non. Non. Elle m'a demandé parce qu'elle voulait avoir un aperçu de ce qui se passait et j'ai dit que c'était soit l'un, soit l'autre. Et si c'est l'autre option, essaie d'expérimenter avec ça. Ce qui manque à cette conversation, c'est quelque chose que je sais que tu as parce que tu es une partenaire. Tu es une fille. Tu es une mère. Il y a un état émotionnel qui est réel, n'est-ce pas? Ce que nous ressentons est réel. Émotionnellement, oui. Émotionnellement, c'est quelque chose de réel. D'abord, je pense que tu as vraiment cassé son trip. Elle m'a demandé. C'est elle qui est venue, pas moi. Je ne l'ai pas poursuivie. Mais je pense que ce qui est intéressant et ce que Jonathan et moi pensons mérite d'être pris en compte. Et je pense que tu serais d'accord, c'est qu'il y a une expérience émotionnelle liée à ça, non? Oui, Pouvoir ressentir quelque chose de très profond à ce moment-là, c'est ça. oui. Et à ce moment-là, tu ne penses pas forcément aux faits, tu ne penses pas aux preuves, tu ne te demandes pas ce que tu es en train de recueillir, tu es en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et ce qu'elle a vécu, c'était une communion, n'est-ce pas, avec son père décédé. Donc, d'une certaine manière, j'applique la même logique. Excellent mot que tu as choisi. Quand j'applique ce raisonnement à... Tu gagnes des points supplémentaires. Merci. La fille juive gagne des points en plus. Oui. Lorsque nous appliquons ce même type de logique, disons, aux personnes qui font l'expérience de la télépathie, aux personnes qui disent qu'elles communiquent avec des individus non-verbaux sur un certain plan de conscience, n'est-ce pas? Les enregistrements de télépathie ont bouleversé le monde, n'est-ce pas, en ce qui concerne ce qui se passe. Pour moi, il y a ici un élément qui n'est pas facilement vérifiable. Ce n'est pas facilement reproductible ni expérimentable. Tu lui demandes d'expérimenter alors qu'elle vit une situation unique, peut-être irrépétible. Cela ne rend pas son expérience fausse. Cela la rend invérifiable, impossible à tester et impossible à reproduire. Je n'ai pas dit... D'abord, je n'ai jamais nié ses sentiments ni son expérience dans cette histoire. C'est gentil, oui. À aucun moment, je ne m'en suis pas non plus moqué. J'ai simplement énoncé le fait brut que vous communiquez réellement avec l'au-delà, en fait. Et si cela se produit réellement, c'est quelque chose qui peut être testé. Oui. Oh, Est-ce le cas? je vais expliquer comment et pourquoi dans un instant. Ou alors tout s'est passé dans ta tête. Totalement. La prochaine fois, distinguons ces deux cas. Je comprends. Je comprends. Qu'est-ce qui est testable là-dedans? Et je vais vous dire, après y avoir longuement réfléchi, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il existe trois vérités, trois types de vérités dans le monde. L'une est une vérité personnelle, c'est-à-dire ce que tu ressens au plus profond de toi est vrai. Jésus est-il ton sauveur? Muhammad est-il ton dernier prophète sur terre? Tu pensais à Moïse. C'est ça notre problème. Moïse était notre prophète. D'accord. T-shirt, Moïse est mon pote. Tu ne comprends pas. Ouais, c'est ça.
Alors, ou bien Taylor Swift est ta reine, les vérités personnelles sont des choses qui te tiennent à cœur, et elles sont vraies pour toi, jusqu'au plus profond de toi-même. Pourtant, convaincre quelqu'un d'autre de cette vérité nécessite un acte de persuasion. Et à l'extrême, des actes de violence qui sont à l'origine des guerres de religion du passé, ou si tu ne crois pas que Jésus est ton sauveur et que tu ne veux pas me croire, je vais te tuer. D'accord? Voilà ce qui arrive avec les vérités personnelles, puis viennent les vérités politiques. Ce sont des vérités qui deviennent vraies dans ta tête parce qu'elles ont été répétées si souvent. D'un point de vue évolutif, c'est un détournement d'un mécanisme évolutif. Parce que si tu observes simplement le monde et que quelque chose se répète, c'est probablement vrai. Et tu peux compter sur le fait que ça fera la même chose la prochaine fois si tu l'as vu se produire plusieurs fois. Si tu détournes ça dans un environnement politique et que je te répète simplement quelque chose comme Hillary l'a corrompu ou peu importe, prends juste une phrase. Choisis n'importe quoi que tu as entendu être répété. À force, tu finis par croire que c'est vrai. C'est de la propagande, non? C'est de la propagande. Oui. C'est de la propagande. Le troisième type de vérité est une vérité objective. C'est une vérité parfaitement établie par les méthodes et outils de la science qui exigent une expérience pour tester et l'expérience de quelqu'un d'autre pour vérifier, et idéalement un concurrent. Et si on répète cela suffisamment de fois, et nous obtenons tous à peu près la même réponse, statistiquement la même réponse, nous avons une nouvelle vérité qui se dégage, une vérité objective. La Terre est ronde et tourne autour du Soleil, qui est chaud. L'air est composé de 78% d'azote, 20% d'oxygène et 1% d'autres gaz, principalement du dioxyde de carbone. Nous avons un métabolisme. Les aliments ont une valeur énergétique. Ce sont des choses, elles sont ainsi, et d'ailleurs, elles ont toutes été établies par la science, mais elles font partie de ta vie maintenant et tu les prends simplement pour acquises. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui remettent en cause la vérité objective, que ce soit le gouvernement ou les réseaux sociaux. Je suis assez sûre que la Terre est ronde. Quelle est leur base pour remettre en question la vérité? Est-ce une vérité objective? Est-ce une vérité personnelle? Est-ce une vérité religieuse? Est-ce une vérité culturelle? Est-ce une vérité communautaire? N'est-ce pas? D'accord? Communauté, ça veut dire qu'on est dans ce club ensemble. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Et je m'inquiète que cette histoire d'extraterrestres devienne ça. Es-tu un croyant ou pas? Là-dedans, dans le livre Mâchouillé, je fais un commentaire sur Tu te souviens de Fox? Sorti dans les années 90, c'était l'autopsie de l'extraterrestre. Oui, Tu t'en souviens? j'avais oublié ça. D'accord? C'était un documentaire Oui, de 1947 où ils opèrent. Ils pratiquent une autopsie sur des extraterrestres récupérés après le crash de Roswell. D'accord? Et le premier indice, c'est ça. Tu sais, je veux bien commencer en pensant que c'est réel, mais le sous-titre était Autopsie d'un extraterrestre, réalité ou fiction. Ils te disent déjà que ce n'est peut-être pas réel. C'est à toi de décider. Eh bien, j'ai regardé et j'ai vu un téléphone sur le mur. C'est une vidéo en noir et blanc, granuleuse. Il y a un téléphone sur le mur avec un combiné en spirale. J'ai travaillé au Bell Telephone Laboratories comme stagiaire d'été et tu connais l'histoire des téléphones. Le combiné à cordon spiralé n'avait pas encore été inventé en 1947. Il n'apparaîtrait que 10 ans plus tard et serait utilisé massivement fin des années 50, premièrement. Deuxièmement, ah, c'est du cinéma vérité, il y a comme une caméra par-dessus l'épaule de l'extraterrestre qui le suit partout. Et j'ai suivi un cours de cinéma à l'université. Ce style n'est apparu que vers la fin des années 60, d'accord? dis donc, Columbo. Et il n'avait pas de caméras portées à l'épaule avec lesquelles tu pouvais faire ça en 1947. Elles étaient montées sur trépied et tu ne suivais pas les gens partout. C'était sûrement un extraterrestre qui faisait les prises de vue. Voilà, d'accord, attends. Et troisièmement, ils les ouvrent et replient la chair. Et ils sortent juste les organes. Oui, Et il n'y a pas de tissu conjonctif autour des organes. C'est comme s'ils jouaient au jeu. Tu te souviens du jeu Docteur Maboul? Tu tires, tu retires l'organe, il pose de nouveaux organes à côté. Qu'est-ce que c'est? J'étais donc sceptique au départ. Plus tard, le producteur dirait que c'était un canular. c'était un pseudo-documentaire, oui. Mike, je suis attristé que la meilleure preuve vidéo jamais présentée sur l'existence des extraterrestres ait été un canular. Oui, Ça me rend triste.
Je n'ai aucun problème si c'est une vérité personnelle que tu as vécue, mais si tu es le seul à l'avoir vécue avec autant de détails, tu ne peux pas exiger que les autres te croient parce que ça ne leur est pas arrivé. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a. Je pense que c'est très généreux de ta part et que ça a du sens. Tu ne dis pas que ta vérité personnelle n'est pas réelle. Tu dis simplement que pour qu'on puisse l'élever au statut de vérité objective, il y a un processus. Et si cela ne répond pas à ce processus, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Ça veut dire qu'on ne peut pas le prouver. Ça veut dire que c'est une vérité personnelle, ça veut dire que tu ne peux pas l'élever au rang de vérité objective, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas vrai en dehors des neurosynapses de ton cerveau. Oui, ou de ton expérience consciente. Eh bien, ce serait neurosynaptique. D'accord, oui, d'accord. Attends. T'es en train de dire que ta conscience existe en dehors des neurosynapses? Tu dis ça? Parce que si c'est le cas, je voudrais demander. Une personne qui subit des mini-AVC, elle décroche peu à peu du monde pendant que ça arrive, jusqu'aux tout derniers AVC, elle n'est pas... Personne ne dirait que tu as une conscience, d'accord? Tu ne leur accordes pas autant de crédit, vu ce qu'il reste de leur cerveau, jusqu'à ce que le dernier AVC les emporte. Et maintenant, ils sont là sur la table, leur température corporelle chutant jusqu'à la température ambiante. Parce que ça, à cause du scénario des mini-AVC qui se produit dans la réalité comme dans une expérience de pensée, je n'ai aucune raison de croire que nous survivons à notre conscience. Jill Bolt Taylor? Je pense que Jill Bolte Taylor en fait partie. Tu peux le penser, mais je ne donne aucune raison d'y croire. Oui, non, je pensais à... Nous avons récemment reçu Vinnie Todd Tolman, qui a été mis dans une housse mortuaire, a vu cela se produire, puis a été ramené à la vie dans une ambulance. J'ai aussi des commentaires à ce sujet. Et puis, il était dans le coma, et quand il en est sorti, tu sais, il avait vu toute la scène. Et bien sûr, tu te fies à ses souvenirs de ce qui s'est passé en dehors de la pièce où il se trouvait. Je veux dire, c'est quoi ça? C'est aussi ce que Bruce Grayson et Jim Tucker ont étudié pendant un demi-siècle. Des personnes disant que leur conscience n'était pas dans la même pièce que leur corps. Personne n'a besoin de l'expliquer. Mais sérieusement, c'est quoi ce bordel? Alors, qu'est-ce que je ferais Ouais, si je peux, ouais. à cette table, car la dernière fois que j'ai fait ça, tu m'as frappé avec la pagaie. J'ai encore mal. Et tu as aimé ça. C'est la vérité. Pourquoi il est revenu si vite? C'est pour ça que c'est notre invité qui est le revenu le plus vite. Tu as une chambre à l'arrière? Prête pour la punition? Bang, bang. Alors, D'accord, oui. alors voici l'expérience que tu fais quand la personne est en train de mourir et revient à la vie. D'accord? Tu essaies toujours de mettre les gens à mort. Il rencontre Dieu et toi, tu veux qu'il se dise « Je vais te mettre une attelle sur... Voilà. Donc tu mets un petit pont au-dessus de la table, » Ah oui. là où il meurt, d'accord? Et toi, encore une fois, tu écris quelque chose au-dessus. Donc, s'ils vivent une sortie du corps en se voyant d'en haut, Il ignorait qu'il mourrait dans un Dairy Queen. mais tu as une pièce dédiée à cela, Donc tu les plonges simplement sous anesthésie. donc ils reviennent. Ils ne pouvaient évidemment pas faire ça à l'avance. Mais 30% des patients cardiaques rapportent cela. Donc, Ainsi, vous affichez en haut une phrase connue seulement de l'hôpital, modifiable en cas de triche. Demandez ensuite à la personne ayant vécu une sortie du corps de rapporter ce qui était écrit. je m'en occupe. Occupez-vous-en. Ensuite, nous pourrons avoir cette conversation. Jusque-là, c'est un peu en suspens, les gars. Je dois lire ce message affiché au-dessus de mon lit. Je ne vais pas me concentrer à t'aider à me sauver. Désolé, je rencontre Jésus, mais Neil deGrasse Tyson veut que je lise ça. Nous faisons de la science. La science d'abord. Comme désolé papa qui m'a manqué pendant 60 ans. Le paradis peut attendre. D'accord? Alors attends les preuves scientifiques. Tu peux attendre Neil deGrasse Tyson. Donc, Oui. je me souviens d'un exemple. Ai-je déjà raconté cette histoire? Je ne sais pas. Et toi? C'était au lycée. Un voyou à New York était poursuivi par les flics. Il venait de faire du mal à quelqu'un et il avait un casier judiciaire, tu sais, long comme le bras. Il tirait lui dessus, d'accord? D'accord? Mais il ne le tue pas. À l'époque, ils utilisaient des armes moins létales qu'aujourd'hui. Il était inconscient, puis il a repris connaissance, il est assis là dans la chambre d'hôtel et il décrit son expérience. Il a dit: il était en train de monter au ciel, son frère était mort dans la rue, d'accord? Et il a suivi cette lumière, il était en route vers le ciel et son frère était là.
Et il a dit « Ce n'est pas encore ton heure, ce n'est pas ton heure », et il se souvient que son frère l'a repoussé vers la terre, et apparemment son frère avait de grandes mains, donc il se souvient de ses grandes mains qui le repoussaient vers la terre. Et il n'est jamais monté au ciel. Et puis il est revenu et il peut en parler. C'était à la une des journaux, surtout dans le Daily News et le New York Post. D'accord, et j'y pensais. Et j'ai dit, si tu perds et reprends connaissance, et qu'ils essaient de te sauver sur une table d'opération, il n'y a pas une lumière vive au-dessus de toi? Si tu fais un arrêt cardiaque, il n'y a pas des mains qui appuient sur ta poitrine? Ou des palettes? Donc à l'époque, Oui. peut-être pas tant que ça. Quelqu'un posait les mains sur lui, c'est sûr. Ouais, donc, encore une fois, j'étais un gamin geek. Je suis au lycée. Je réfléchissais à tout ça. Soit il était en route vers le paradis, et pourquoi serait-il en route vers le paradis, vu la vie de crime qu'il avait menée? Oh, s'il te plaît. Maintenant, tu vas te faire pardonner tes péchés. Non, 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 il a dit qu'il allait au paradis après avoir fait du mal aux gens, parce qu'il monte vers la lumière. Oui. À quelle fréquence les gens s'imaginent-ils aller en enfer? Pratiquement jamais. Je parie qu'Hitler ne pensait pas qu'il allait en enfer, ou n'imaginait pas y aller. Il pensait qu'il faisait le bien, d'accord? Alors, soit il était en route pour le paradis, son frère l'a ramené, ou il a transformé cette expérience semi-consciente des lumières de la salle d'opération et de la réanimation cardiaque en une histoire qui avait du sens pour lui. Et donc, je pense que tout cela devrait continuer à être exploré, et ça, c'est ton domaine. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Ne viens pas me demander ce qui se passe dans le cerveau. D'accord. La spécialiste du cerveau? Je pense que c'est une expérience intéressante pour la simple raison que plusieurs personnes vivent une expérience identique et c'est une observation externe. Et nous sommes tous génétiquement humains. Je m'attendrais à ce qu'il y ait un certain chevauchement, surtout quand on n'a plus vraiment le contrôle de quoi que ce soit. Ton corps fonctionne tout seul, d'accord? Ton corps essaye de ne pas mourir, ton cerveau essaye de sauver les organes, tu sais, ou les fonctions des organes. Donc nous sommes tous humains, nous sommes la même espèce. Il va forcément y avoir de la redondance. Un peu de redondance, oui. Explique l'expérience DMT. D'accord. Donc, c'est Danny Goller qui a présenté. C'est une étude pilote et c'est un protocole pour essayer de tester cela. Par exemple, existe-t-il un code que toutes les personnes sous DMT voient et qui révèle comme la nature de la réalité et la vérité? Donc, qu'est-ce que c'est? Et je fais simplement référence à l'article ici. Donc, il y a un laser réfractif de 650 nanomètres qui est monté et il est diffracté de façon à créer des rayures comme des rayures horizontales et verticales sur le mur. Et c'est un laser rouge et en gros, on demande aux personnes sous DMT d'observer ce laser et de dire ce qu'elles remarquent. Et les choses que les gens rapportent, c'est ce que Jonathan est. C'est comme ça que c'est décrit. Des caractères de type katakana. Il y a ces symboles qui défilent avec différentes lignes de diffraction laser, un peu comme dans Matrix. C'est comme s'il y avait un code derrière la réalité. Il y a aussi ces structures géométriques stables. Donc, par exemple, il y a une image ici. Tu sais, il y a un triangle et d'autres choses que tu pourrais voir dans un épisode de Doctor Who, des formes géométriques plutôt cool. Et puis, la troisième chose que les gens rapportent, c'est que c'est constamment visible, que une fois que tu l'as observé, tu peux y accéder plus tard, même avec des doses limitées ou minimales de DMT. Donc, une fois qu'on t'a montré ce code, il existe pour toujours et il vient de ce laser qui est projeté et diffracté sur une surface. Mais l'idée était, est-ce que cette drogue enlève un voile, nous permettant d'accéder à un certain niveau de conscience? Écoute, des personnes qui ont pris du LSD ont déjà rapporté cela. C'était tout un mouvement quand tu étais jeune. C'est cette idée-là. Eh bien, tu te souviens de Timothy Leary, non? Toutes ces choses, tu vois? Je suis un enfant des années 60. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que plusieurs personnes voient la même chose, apparemment, et que lorsque tu déplaces des structures géométriques, Oui. cela change maintenant ce qui est révélé. Ce qui serait important ici, c'est que chaque personne, emmenée dans une pièce séparée, écrive ce qu'elle a vu afin de voir si leur récit se corrobore. Oui, et je n'ai pas ça. Parce que dans ce livre, je fais référence, dans Take Me to Your Leader, je fais référence à une visite d'extraterrestres dans un petit village. J'ai oublié où en Afrique, mais c'était en Afrique, une classe d'école primaire pendant la récréation, dehors.
Tout le monde dit, Oh, c'était en... Oui, il y a un documentaire? ils disent tous qu'ils ont vu une soucoupe volante atterrir et un extraterrestre en sortir. Oui. D'accord? C'était en Afrique du Sud, oui. Je ne sais plus si c'était en Afrique du Sud. Je crois que c'était en Afrique du Sud, oui, c'est un excellent documentaire. De toute façon, c'est entièrement décrit dans le livre. Je le décris en détail. Oui. Et donc, ils font tous des dessins, et ces dessins concordent bien. Et moi, donc je pose quelques questions. Je dis, eh bien, tous les enfants ont dessiné ces images ensemble. Ils n'ont pas été emmenés dans des pièces séparées. Il y a donc une très forte concordance, une concordance évocatrice. Si quelqu'un dit avoir vu quelque chose et que vous l'entendez, cela s'amplifie en vous. Ce n'est donc pas la meilleure façon de collecter des données. Ce n'est tout simplement pas le cas. Mais même s'il l'avait fait, j'ai posé une question simple. Combien de témoignages d'enfants sur une soucoupe volante et sur un extraterrestre, valant le témoignage d'un seul enseignant, un enseignant adulte? Les enseignants sont instruits, contrairement à eux. Ils sont formés dans une culture d'oppression et d'assujettissement, vous savez. D'accord, d'accord. Alors, combien de témoignages d'enfants sont équivalents aux témoignages d'un enseignant? Alors, je demande combien d'enseignants adultes qui témoignent valent un extraterrestre? C'est tout. C'est tout ce que je dis en réponse à ce phénomène. Donc, je serais ravi d'apprendre que, prises séparément, elles écrivent le même code, et ensuite vous faites venir un cryptographe, pas un linguiste, d'accord? Bien sûr. Et s'ils jettent un coup d'œil autour du bord du laser, ce serait amusant de voir ce qu'ils voient d'autres et de leur demander de dessiner cela séparément. Oui. C'est tellement intéressant. Donc ils prennent une drogue extrêmement forte. Ça rend les choses très difficiles. Tu sais, Oui, et la collimation signifie simplement que toute la lumière a la même longueur d'onde. Tous les lasers, par construction, ont exactement la même longueur d'onde. C'est ce qui leur donne cette intensité particulière dans ton œil. Ce n'est pas juste une large bande de verre. Il a une intensité particulière. Le vert, le bleu ou le jaune, chacun a une intensité qui lui est propre. Donc, il faut revenir à la planche à dessin et se demander, est-ce qu'il y a certains neurones qui sont déclenchés par cette fréquence transmise à travers la rétine, alors que d'autres ne le sont pas? Et après, ben, qu'est-ce que ça stimule dans le cerveau? oui. Je n'ai jamais pris de drogue parce que, et tu auras sûrement quelque chose à dire à ce sujet, et je serais ravi de l'entendre. Le cerveau humain fonctionne déjà à peine tel quel. C'est vrai. Je veux dire, ouvrez n'importe quel livre de illusion d'optique. Oui. Oh, c'est quoi? Des dessins simples? L'une des lignes est-elle plus longue que l'autre? Je ne peux pas le dire. Donc de simples dessins mettent complètement en échec ta compréhension rationnelle d'un monde objectif qui t'entoure. C'est bien plus intéressant quand tu es défoncé, je te jure. Donc, Non, mais je pense que c'est une réalité différente. je me préoccupe de ce qui est objectivement vrai au-delà de mes sens. C'est exact. Et pour stimuler des substances chimiques dans mon cerveau, dans l'espoir, pas pour tout le monde bien sûr, mais avec l'idée que d'une certaine manière, cela soit mieux relié à la réalité objective, je suis très sceptique à ce sujet. Eh bien, Certaines substances, comme la caféine, peuvent vous stimuler et peut-être donner à vos sens un peu plus d'acuité, peut-être. oui, je veux dire, nous avons des récepteurs, évidemment, pour toutes ces choses, mais Oui, c'est vrai. la méditation transcendantale offre des effets similaires, mais demande plus de temps et d'apprentissage. Mais les gens qui vivent des expériences transcendantales, Et il faut d'abord venir en Inde. As-tu déjà médité? J'ai essayé, mais je m'endors toujours. Je m'endors tout simplement. Tu vois, je suis un je suis un gars qui a toujours sommeil. Je n'ai pas sommeil, mais si j'ai besoin de dormir, je dors tout simplement. Et donc, j'écoute des enregistrements de méditation et je m'endors aussitôt. C'est à cause du nombre de podcasts que tu fais. C'est épuisant. non, mais pour répondre à ce point, la drogue n'est pas le seul moyen d'y arriver. Thomas Campbell, physicien théoricien, n'avait aucune idée de ce qu'était la MT la première fois qu'il est allé à une conférence sur la MT à l'université. Il a dit être parti 20 minutes dans une toute autre atmosphère qu'il ne reconnaissait même pas. À son retour, il est tombé de sa chaise et a demandé ce qui s'était passé. On lui a confirmé que 20 minutes s'étaient écoulées, ce qu'il trouvait impossible.
Donc, évidemment, cela prend beaucoup plus de temps à apprendre. C'est différent. Mais oui, en fait, le retrait de ce voile qui nous retient ici nous protège aussi de beaucoup d'autres informations. Tu fais référence à cette scène dans Contact où le personnage de Jodie Foster dit « J'ai passé, tu sais, combien, 20 minutes, peu importe, avec mon cher papa, et personne ne la croit, Neil, c'est la même chose. parce qu'il n'y a que de la neige sur sa caméra, et elle est juste tombée directement à travers le dispositif. Cependant, ce qu'ils n'ont pas poursuivi, c'était... Il y avait 20 minutes de parasite. Et ils ont juste dit ça, et personne n'a creusé plus loin. C'est justement pour cela que Premier Contact est si intéressant, car dans de nombreuses expériences de mort imminente, dans la méditation transcendantale, chez les moines bouddhistes et chez ceux qui méditent ainsi à plein temps, le temps n'a plus la même fonction. Il y a beaucoup de beauté là-dedans. Donc si tu es un collègue physicien que je ne connais pas, Thomas Campbell, oui. oui, si cette expérience lui a donné une compréhension plus profonde de la physique, alors je dirais, je signe tout de suite. Oui, oh, il a écrit une trilogie à ce sujet. C'est sa théorie du tout, T-O-E. C'est bien ça. Je veux dire, c'est un physicien théoricien et un professeur. J'aimerais que tu recherches Thomas Campbell. Oui, c'est un homme fascinant. Qu'as-tu trouvé en Antarctique? Des manchots. 100% des manchots vivants à l'état sauvage dans le monde se trouvent dans l'hémisphère sud. Quelques-uns errent dans les Galapagos. L'Équateur passe par les Galapagos. Des manchots errants, oui, attention. Ils pourraient vérifier ce que ça fait d'être dans l'hémisphère nord. Les manchots vivent dans l'hémisphère sud, les ours polaires dans le nord. Y a-t-il des lacs souterrains? Oh oui, oui, le lac Vostok est un des plus importants. Le lac Vostok, ça fait quelques années que je ne m'y suis pas intéressé, mais la dernière fois, j'étais à fond dessus. C'est un lac qui a été complètement isolé. Depuis 150 millions d'années, non? Oui, il est scellé, il est sous la glace. Il n'a pas vu la lumière du jour ni l'air libre depuis, sur une échelle de temps évolutive. C'est l'Atlantide. C'est donc devenu le chouchou des gens, des astrobiologistes, pour voir s'il existe une voie qu'a empruntée l'évolution sans aucun lien avec le reste de la vie sur Terre. Et cela pourrait-il servir de modèle pour d'autres endroits glacés du système solaire, comme Europe? Europe est une lune de Jupiter. Elle est très glacée, mais l'intérieur reste liquide grâce aux contraintes exercées sur cette lune par les forces de marée de Jupiter. Et donc, nous pensons qu'il y a beaucoup à apprendre là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait s'y trouver? C'est évolutif à l'échelle de millions d'années, mais pas à l'échelle de milliards d'années. Donc, non, c'est juste que nous verrions une forme de vie qui aurait gardé des points communs avec celle qui existait quand ce lac s'est formé. Mais de quoi parle-t-on exactement? Pour les gens qui n'ont aucune idée, est-ce que ce sont de toutes petites choses, des humains? Est-ce que ce sont des petits hommes verts? Enfin, de quoi parle-t-on? Oh non, 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 ce sont des microbes et d'autres. Oui, et s'il y a encore quelque chose de vivant là-bas, il faudrait que ce soit un écosystème autonome. C'est ça! Parce que tu ne peux pas seulement manger d'autres êtres vivants. Ça ne marche pas, d'accord? Donc une colonie de cannibales, à un moment donné, doit ramener de la viande fraîche. Ils ne peuvent pas juste se reproduire et se manger. Compris, tu as raison. Ils ne reproduisent pas leur source de nourriture. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible thermodynamiquement. De la même façon, de quoi se nourrissent les poissons? D'autres poissons? Tu continues comme ça. S'il n'y avait que des poissons dans l'océan, ce serait impossible. C'est exact. Parce que c'est le problème du cannibale. Oui. D'accord? À un moment donné... Quelqu'un va finir par manger un peu de fibres. Quelqu'un tire son énergie du soleil. La vie végétale fait cela, comme les algues, etc. Et les poissons, quelque part dans la chaîne alimentaire marine, quelqu'un mange ces choses vertes, source de nourriture. Mais principalement, la base de cette chaîne alimentaire, ce sont le phytoplancton, parce qu'ils convertissent la lumière du soleil en énergie pour leur propre métabolisme. Donc, on ne va pas trouver un poisson étrange qu'on n'a jamais vu dans un lac en Antarctique. Donc, si c'était le cas, il y aurait une source d'énergie qu'on ne connaît pas encore. D'accord, ce serait super. Peut-être une pieuvre. Une pieuvre a trouvé la solution. Neil deGrasse Tyson, le livre s'appelle Take Me to Your Leader, perspective sur ta première rencontre avec un extraterrestre.
Merci d'être ici. On passe toujours un très bon moment avec vous. Merci de m'avoir invité. J'adore ce que vous faites et votre parcours. Merci. Et- On se voit demain. Je ne suis pas ton seul fan, Lador. Merci, j'apprécie. Continue simplement à faire du bon travail. Merci. C'est ça. Continue à faire le travail du Seigneur. Eh bien, oh oui, ne deviens pas folle. Ils sont complètement fous. Merci beaucoup. Tu sais, c'est intéressant, Jonathan, parce que, tu sais, avoir Neil ici en personne, c'est un vrai plaisir. C'est tellement agréable de lui parler, de l'écouter. Tu sais, je pense que c'est vraiment spécial. Même si, tu sais, son livre a un angle bien défini, n'est-ce pas? Une perspective bien précise du genre « Montre-moi l'extraterrestre ». Ce sont ces moments un peu vulnérables qui me permettent de voir plus en profondeur la façon dont il construit sa vision du monde. Mais aussi, tu sais, son cerveau fonctionne d'une manière très particulière. Ce dont nous n'avons pas parlé, ce sont tous ces moments où toi et moi, nous nous retrouvons dans des situations étranges. Je crois que c'était l'autre jour. Pourquoi tu me dis ça? J'étais debout sur une chaise, en équilibre sur un bureau, en train d'accrocher quelque chose pendant que tu soutenais en dessous. J'ai quelque chose à dire et c'est les extraterrestres. Non, ce sont les extraterrestres qui viennent d'arriver. Les extraterrestres arrivent en ce moment même. Et chaque fois qu'on fait quelque chose de fou, on utilisait un niveau. On essayait d'accrocher un tableau, mais évidemment, on n'avait pas de marchepied parce que, comme deux juifs. Et donc, il essaye de s'équilibrer sur une chaise à roulettes avec sa jambe posée sur un bureau. Et moi, j'utilise le bureau pour me tenir. Il a dit que si des extraterrestres arrivaient maintenant, il se demanderait que cherche-t-il à accomplir en accrochant un tableau ainsi? Nous ne sommes pas tous capables d'accrocher des choses juste avec notre esprit, de penser à quelque chose et que ça apparaisse comme par magie. Non, mais je fais ça quand je me dis, oh là là, à chaque fois qu'on essaye de faire un truc impossible ou qu'il faut 3 personnes pour éplucher une banane, c'est genre, fais-le comme ça. Si des extraterrestres arrivaient, on ne représenterait aucune menace et on serait leurs animaux de compagnie. Je n'ai pas aimé son explication sur l'impossibilité d'un monde à base de silice. Quand je suis en train de mourir, je voudrais que tu t'assures d'écrire une note au-dessus de mon lit, mais tu vas vraiment amener un cadre de lit à l'hôpital. Et il y aura un baldaquin. Je voudrais que tu prennes une échelle, que tu montes sur le baldaquin et que tu écrives une note disant « Si tu lis ceci, tu es peut-être mort ». Et je reviendrai sur Terre pour te le dire. Je pense juste que la façon même de tester ce genre d'expérience, ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas une manière raisonnable de faire des expériences. Et même si je comprends la méthode scientifique, à quel moment commence-t-on à dire que toutes ces personnes vivent ces expériences, il doit bien y avoir quelque chose ici. Je ne sais pas si une expérience en double aveugle est la meilleure façon de parvenir à une nouvelle compréhension de ce qui se passe. Je pense qu'il faut ce genre d'expérience pour obtenir la vérité et la vérification dont nous parlons. C'est tout simplement vrai. Et ça me donne l'impression que peut-être que ces mondes doivent simplement rester séparés. L'autre complication, c'est, vous savez, ma suggestion, et je suis tout à fait sérieuse. Par exemple, si 30% des personnes, n'est-ce pas, qui ont un arrêt cardiaque ou, vous savez, qui meurent et sont réanimées, 30% d'entre elles rapportent une expérience de mort imminente. C'est une excellente population à étudier. Mais pensez aux aspects pratiques de cela. Quelqu'un arrive en urgence à l'hôpital et on lui demande « Pouvez-vous signer ce formulaire du comité d'éthique? Nous voudrions que vous lisiez ceci. » Cela ne se passe pas ainsi. Idéalement, dans tous les services de cardiologie du monde, consulter un cardiologue impliquerait de signer une autorisation. Si jamais vous vous retrouvez, Dieu nous en préserve, dans cette situation, s'il vous plaît, lisez ce qui est écrit au plafond. Donc, les aspects pratiques pour tester ces choses et la façon dont Neil en parle, ça me fait craindre que nous ne puissions jamais trouver un terrain d'entente. Je dois vraiment y croire. Et nous connaissons certains de ces scientifiques. Certains travaillent en secret. Nous connaissons ces scientifiques qui travaillent sur des méthodes pratiques et physiologiquement raisonnables pour comprendre ce qui se passe. Heiner a perdu la tête en apprenant que je pensais que la conscience pouvait exister hors du corps. Je suis très intimidée par Neil deGrasse Tyson, mais quand il m'a mise au défi... Et c'est pour ça que tu lui donnes une leçon et le remets à sa place. C'est pour ça que quand il m'a mise au défi sur la conscience, j'ai été un peu nerveuse. Et puis je me suis dit non, je peux le faire. Jonathan m'a préparé pour ça. J'ai parlé à Jim Tucker, Bruce Grayson, Jeffrey Long et Raymond Moody. J'ai parlé à tous ceux qui ont étudié ce sujet. Et ils ne disent pas qu'ils savent ou qu'ils peuvent l'expliquer.
C'est un phénomène qui est réel. Ça se produit. Et je me fiche que Neil deGrasse Tyson n'y croit pas. C'est réel. Je veux dire, leur travail est très convaincant, mais il en faut un peu plus que ça, non? Il faut... Neil, lui, là. Eh bien, ce sera un petit sujet dont on pourra parler sur Substack, l'analyse d'Alex sur Substack. Parce que ce que je voulais, c'est que tu expliques l'expérience de Jill Bolte Taylor et comment certaines parties de son cerveau se sont réellement déconnectées, alors qu'elle avait quand même une conscience très intense de ce qui se passait. Et, tu sais, il y a de nombreux scientifiques qui étudient réellement la neuroanatomie et l'expérience consciente elle-même et qui essaient de les relier, mais une partie de ce langage n'est pas forcément prête à être utilisée spontanément pour se défendre face à Neil. Eh bien, et je pense aussi que tu sais, j'ai eu comme une sorte de fantasme fugace en me disant, c'est exactement le genre de conversation que j'aimerais voir la science faire avancer. Les personnes très visibles, comme Neil deGrasse Tyson ou d'autres scientifiques, qu'ils soient astrophysiciens ou non, cela m'est égal. Il est l'une des plus grandes plateformes scientifiques au monde. Il pourrait avoir la capacité d'interagir de manière respectueuse, avec intégrité, tu vois. J'adorerais le mettre dans une pièce avec Bruce Grayson, avec Jill Bolte Taylor, et les laisser approfondir le sujet ensemble. Parlons de ce dont nous parlons, tu vois, je pense que c'est un peu la direction que ça peut prendre. Et même si les enregistrements de télépathie et tout ça, c'est fantastique, c'est tellement excitant et tellement de gens s'y connectent, le vrai pont, ce sont les personnes avec ces grandes plateformes qui parlent de science, qui sont rigoureuses, n'est-ce pas? Qui ne sont pas non plus fermées à la discussion et ne vont pas ridiculiser les gens, parce que Neil, évidemment, il en parle toujours avec beaucoup d'humour. Mais je pense que cela rendrait aussi un grand service aux communautés de personnes qui ont vécu des choses inhabituelles, difficiles à reproduire. Je pense que ce serait formidable. S'il s'adressait à la communauté des personnes non verbales, n'est-ce pas? S'il arrivait à se connecter à cela et à dire ce qui se passe réellement et ce qui ne se passe pas, ce serait tellement, tellement utile pour les deux parties. Et il était très curieux. Cela ne ressemblait pas à une information définitive. Comme il le dit, il n'est pas l'expert du cerveau, mais il est très curieux de ce qui se passe. On dirait donc qu'il essaie de rassembler les pièces du puzzle. C'est certain, absolument. Pour plus de contenu, retrouvez-nous sur Substack, retrouvez Breakdown de Mind Valley sur Substack, rejoignez la communauté Breaker en pleine croissance et accédez à des contenus exclusifs. Et de notre breakdown à la crise de nerfs que nous espérons que vous n'aurez jamais. On se retrouve la prochaine fois. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, one